Et je n'ai aucune confiance en l'extrême droite, je n'ai aucune confiance aux dirigeants orthodoxes. Les ultra-orthodoxes sont en général des victimes de leurs dirigeants. Leurs dirigeants les maintiennent dans la pauvreté. Parce que s'ils voulaient vraiment les sortir de là, ils leur donneraient un enseignement qui serait adapté au monde moderne, oui, et non pas seulement la Torah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marco Sarabia. Marco, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, et Boker Tov à tous les auditeurs, auditrices de Radio Kalita. Alors, vous êtes membre du Parti travailliste et je voudrais vous solliciter pour avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement. On va dire une sorte de sémantique extrêmement virulente que l'on voit se développer en direction du public orthodoxe en particulier, pas seulement. C'est autour de la réforme judiciaire, mais c'est autour également des allocations qui vont être attribuées dans le cadre du budget de l'État au public orthodoxe, aux partenaires, on va dire, de la coalition gouvernementale. Pourquoi y a-t-il cette atmosphère, on va dire, comment dire en hébreu, reïla, qui est très, très, très empoisonnée? Pourquoi ce dialogue? Pourquoi ces déclarations faites, par exemple, comme par des journalistes? On va parler d'eux, comme Chaim Hert, comme Galit Gutman, qui parle des Haredim comme des suceurs de sang, comme qui critiquent de manière virulente des gens comme les Chassidim de Chabad. Comment vous expliquez cette expression, ces expressions plutôt haineuses? Écoutez, la haine a commencé bien avant, c'est-à-dire quand il y a 10 ans, M. Netanyahou disait que la gauche a oublié d'être juive, et quand à une certaine élection, il disait que les Arabes se ruent vers les urnes, méfiez-vous du danger arabe, et en fait, le dialogue empoisonné n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça veut dire la guerre a été déclarée depuis très longtemps, et l'incitation à la haine contre le camp éclairé, c'est depuis très très longtemps, hein, ça existe. Simplement maintenant, la différence, c'est que le camp démocratique libéral a décidé de se défendre et ne plus se laisser écraser par le pouvoir de droite, c'est tout. Ça veut dire que de facto, on va dire, le camp éclairé, il n'est pas beaucoup mieux en matière de haine que le camp de Netanyahou. C'est pas de la haine, c'est de la défense pour survivre. Et ce qui se passe actuellement, ce gouvernement est pris de pouvoir, est en train de gaspiller tout l'argent public seulement aux partenaires de la coalition. Et il est en train de construire un budget qui est uniquement des récompenses pour avoir soutenu Netanyahou aux dernières élections, c'est tout. Et c'est-à-dire que tout l'argent, il y a 14 milliards qui ont été distribués uniquement aux orthodoxes et aux colons de Judée-Samarie. Donc c'est un budget qui n'est pas fait pour l'État, qui n'est pas fait pour tout le monde. Vous voyez, par exemple, au Parti travailliste, le programme du Parti travailliste n'est pas sectoriel, il s'adresse à tout Israël. C'est-à-dire quand on veut augmenter une aide sociale, elle s'adresse à tout le monde. Oui, mais Marco, par hasard, gouvernement, quoi, hein, mais Marco, vous êtes en Israël depuis suffisamment d'années pour savoir que quand le Parti travailliste est au pouvoir, ce qui est arrivé, on va dire, peu fréquemment ces dernières années. Vous parlez de la préhistoire. Ça fait 40 ans que la droite est au pouvoir. Non, avec quelques petites interruptions comme ça de la gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le dernier vrai gouvernement de gauche c'était Barak, et avant lui, 10 ans avant, c'était Rabin. Et combien ils sont restés? Barak est resté 1 an et demi au pouvoir. Oui. Et Rabin a été assassiné après 3 ans. Mais donc, regardez, je pense que la plupart de l'influence et de l'ambiance et de l'atmosphère vient de la droite. Bon, c'est-à-dire que c'est la responsabilité totale de ce qui se passe au beau pays d'Israël, c'est avant tout du Likoud et de ses partenaires. Je pense, hein, c'est-à-dire, ou alors ils ne prennent aucune responsabilité de ce qui se passe, quoi. Bon. Non, mais alors je voudrais avoir votre avis, vous, en tant que personnellement, lorsque vous entendez des gens comme Galit Gutman ou comme Chaim Hert ou comme d'autres qui s'expriment en direction du public orthodoxe, qu'est-ce que vous ressentez? Ça vous gêne un peu, ou c'est-à-dire vous cautionnez ce genre de déclaration? Non, je ne cautionne pas, mais je pense que ça vient d'un trop-plein
En fait, il y a une belle expression qui est écrite dans la Bible, hein, l'âne du Messie. Qu'est-ce que c'est que l'âne du Messie? Oui. L'âne qui va emmener le Messie, c'est quoi? C'est qui? Ce sont les laïcs. Ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui font l'économie, la classe moyenne. La classe moyenne en ce moment est écrasée par le nouveau budget. C'est uniquement destiné aux partenaires du Likoud, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place pour l'économie. Netanyahou, il y a 10 ans, n'aurait jamais fait un budget pareil, qui écrase la classe moyenne, la classe laïque aussi. La classe laïque. Je dois vous rappeler quand même, Marco, que Netanyahou était ministre des Finances en 2004 et qu'il a imposé des budgets qui étaient bien plus durs pour l'ensemble des partis, en particulier les partis orthodoxes et leurs familles nombreuses. Et il a coupé les allocations. Et donc voilà. Comment ? Vous avez raison. Vous avez raison. Et le Netanyahou à l'époque était contre les allocations familiales parce qu'il disait que ça encourageait à ne pas travailler. Et donc, et lui-même, il a dit ça. Alors pourquoi maintenant ce changement, ce retournement de veste? C'est uniquement pour sa survie politique, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a besoin de ses partenaires pour pouvoir sortir de son procès. C'est tout. Moi, ce que je pense que le laïc en a marre d'être le pigeon, en fait, et d'être écrasé. D'abord, il a besoin aussi d'une certaine liberté et d'une démocratie qui est actuellement très menacée. Et pour pouvoir travailler. J'ai pas eu l'impression qu'on arrêtait les militants de la gauche israélienne et on les mettait en prison, on empêchait, on restreignait leur liberté. Ça va venir dans la réforme judiciaire que propose le gouvernement. Il y a en fait un contrôle total des juges, c'est-à-dire on veut prendre le contrôle total de la nomination des juges. Alors il y a plusieurs effets, c'est-à-dire que le juge se sentira redevable de celui qui l'a nommé. Et non mais vous savez bien, Marco, soyons honnêtes, Marco, vous savez bien, et vous savez bien, il faut pas se leurrer, vous savez bien que la protestation des 20 dernières semaines, eh bien, elle a déjà obtenu un résultat. Il y aura pas cette réforme-là, il y aura pas la commission telle que Yariv Levin voulait l'avoir. Donc pourquoi ne pas apaiser un peu les esprits, ne pas calmer un peu les tensions? Pourquoi ceux qui sont éclairés, comme vous dites, et qui sont censés être des gens tolérants, ouverts à toute forme de dialogue, surtout lorsque, par exemple, il s'agit de dialoguer avec des Palestiniens, avec des familles de terroristes, ils sont prêts à tout le dialogue, mais lorsqu'il s'agit de dialoguer avec des orthodoxes, eh bien, ils leur envoient à la figure des insultes et des terminologies qui ressemblent parfois à l'antisémitisme. D'abord, la moitié de la protestation n'est pas issue de la gauche, c'est issu du centre et de la droite aussi. Non, bah alors d'accord. Donc, c'est pas la solution des deux États, hein, et c'est autre chose, c'est un autre problème. Moi, à mon avis, en tant que socialiste, je pense que l'occupation est aussi une des origines de nos difficultés, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie à l'intérieur de la ligne verte et de dictature à l'extérieur de la ligne verte. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Mais le mouvement de protestation, et pour la plupart, il y a une bonne partie qui n'était pas impliquée politiquement et qui n'ont pas formulé des idées sur la solution des deux États, comme vous dites, au de la négociation avec les Palestiniens. Ça n'a rien à voir. Non, mais je parle pourquoi il semble si difficile à des gens, on va dire, du centre-gauche de dialoguer avec des orthodoxes, de manière concrète. Je vous réponds. Et je pense que c'était la discussion qu'il y a chez monsieur le président Herzog. C'est uniquement une tactique de diversion pour briser le mouvement de protestation. La réforme judiciaire va se faire et c'est la seule chose qui empêche la réforme judiciaire se faire. Ça n'est pas
vraiment l'opposition, parce que l'opposition est complètement démantelée. Et ce qui empêche cette réforme, c'est la protestation, et aussi, et ce qui la rapproche, cette réforme, c'est cette discussion, justement. Supposons que Gantz et Lapide abandonnent. Non, mais Marco, vous me parlez de. Je pense que c'est une tactique du Likoud pour pouvoir endormir la protestation. Je n'y crois pas un mot qui sortira quelque chose de cette réforme, parce que si vraiment il y avait un moment de bonne volonté, ils auraient arrêté le processus. Alors donc, mais le processus est encore sur la table des propositions de loi de la Knesset. Alors donc, Marco, propositions en fait, de loi n'ont pas été arrêtées. Donc, quand le Likoud mène sa campagne pour la promotion de la réforme judiciaire, on dit qu'il va vers une dictature. Quand il s'assoit pour dialoguer, on dit que c'est un coup de Trafalgar. Donc, finalement, comment on va résoudre ce problème ? Qu'est-ce que veut la protestation ? Et je vous pose la question parce que cette semaine, on l'a vu très clairement. La protestation, c'est pas la réforme. Soyons honnêtes. Dites-moi si je me trompe. C'est pas que la réforme. La protestation, c'est la réforme. C'est les orthodoxes, c'est tout ce qui n'est pas lié à ce que vous appelez l'État d'Israël d'origine, c'est-à-dire le centre, la gauche, etc. Tout cela, est-ce que finalement, de facto, peut-être que l'opposition actuelle voudrait peut-être convertir à nouveau les orthodoxes à la laïcité, peut-être convertir les sionistes religieux à plus de libéralisme. Qu'est-ce que veulent les responsables de cette protestation ? Tout est lié. La réforme judiciaire permettra les mains libres pour tous les excès. D'abord, si vraiment le gouvernement domine le système judiciaire comme il le voudrait, qui est, je vous rappelle, la Cour suprême est le dernier rempart qui empêcherait de voter ces lois. Si le gouvernement soumet la Cour suprême, alors il n'y aura plus de limite au gouvernement pour faire ce qu'il veut. Et par exemple, pour autoriser la corruption. La corruption, qu'est-ce qui a empêché que M. Derry ne soit pas nommé comme ministre? C'est la Cour suprême. Et si on enlève la Cour suprême, alors il y aura sans problème des ministres corrompus qui iront au pouvoir. Il n'y a rien qui l'empêchera. Il n'y aura plus les garde-fous seront terminés. Et pas seulement ça. Tous les excès aussi dans les territoires, la violence des colons et qui se passe tous les jours. Tous les jours, il y a des violences envers les Palestiniens et ça passe sous le radar parce que personne n'en parle. Et ça sera aussi, il y aura plus une Cour suprême ou un système judiciaire pour arrêter ça. Ça passera sous le radar. Et de la même façon, il y aura aussi des gens qui feront faire passer des lois ségrégationnistes. Qu'est-ce qui empêche la ségrégation des femmes, la ségrégation. Je peux dire un mot. Marco, vous savez bien que vous êtes en train de nous parler, mais vous savez bien que vous n'y croyez même pas parce que ce n'est pas possible de dire ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, en théorie, Marco. C'est possible. Mais en théorie, tout est possible, bien entendu. En théorie, il peut y avoir une bombe atomique demain sur Jérusalem, mais ça ne va pas se faire. La réforme, on va concéder à la protestation, aux organisateurs de la protestation contre la réforme, le fait qu'ils ont gagné, ils ont réussi à geler la réforme. Elle ne va pas revenir parce que même Netanyahou n'en veut pas. Le combat sera long. Le combat sera long. Ils n'ont pas gagné tant que ces lois seront complètement stoppées. Mais ça y est, ces lois injustes et corrompues ne sont pas stoppées, le mouvement n'arrêtera pas. Le mouvement va continuer. Et après les lois, lorsqu'elles seront gelées, après qu'elles soient gelées. Après, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce qu'on va avoir à un moment une période de calme ? C'est-à-dire, ou alors on est dans l'embrasement général, c'est-à-dire on trouvera à chaque fois un autre prétexte pour taper sur le gouvernement, pour critiquer, pour manifester chaque semaine, pour développer, Non, ça n'est pas un jeu.
vous le présentez de manière ridicule. Ça n'est pas un jeu. Cette protestation est venue comme un cri de désespoir pour pouvoir sauver le pays d'Israël. La plupart des gens sont des sionistes profonds. Ce sont des gens qui ont servi le pays, le plus durement possible. Pas comme les orthodoxes qui veulent sans arrêt se débiner. Il y a aussi la loi de l'enrôlement qui est complètement injuste. Ils veulent faire passer une loi de l'enrôlement qui permettrait justement l'exonération totale du service. Et une vraie justice, ça serait que les Haredim viennent, les orthodoxes viennent et disent voilà, nous sommes prêts à faire un service civil de 3 ans comme les hommes laïcs et pour servir le pays. Un service civique, qu'ils le fassent. Là, on se sentira qu'il y a une équité. Pour le moment, il y a une injustice totale qui se passe. Si toutes ces lois et injustes passent, c'est la porte ouverte à tous les excès. Par exemple, je peux vous donner un exemple. On va terminer là-dessus. Qui empêchera le gouvernement de dire que les Arabes ne pourront pas se présenter aux élections. Par exemple, parce qu'ils ont dit un petit mot contre le sionisme, alors ils vont pas se présenter au gouvernement, ou ils vont pas se présenter à la Knesset. Alors on peut faire passer une autre loi aussi qui rendra difficile l'accès aux urnes pour certains secteurs. Il y aura rien qui empêchera tous les excès. Et je n'ai aucune confiance en l'extrême droite, je n'ai aucune confiance aux dirigeants orthodoxes, parce que je pense que les ultra-orthodoxes sont en général des victimes de leurs dirigeants. Leurs dirigeants les maintiennent dans la pauvreté, les maintiennent volontairement dans la pauvreté, parce que s'ils voulaient vraiment les sortir de là, ils leur donneraient un enseignement qui serait adapté au monde moderne, et non pas seulement la Torah. Voilà ce que je pense. En fait, les ultra-orthodoxes sont des victimes de leurs dirigeants corrompus. Voilà eh bien, Marco Sarabia, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager votre appréciation actuellement face à ces tensions, on va dire, internes, sociétales aussi au sein de la société israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Je te souhaite bonne chance au pays d'Israël. J'espère qu'on sortira de la crise bientôt. On l'espère tous, bien entendu. Merci de nous avoir fait partager les paysages de votre kibbutz derrière. Merci. Bye bye. Au revoir.